Dans une société où la dimension sacrée a disparu, il est nécessaire que ces ferrons et ces fèvres taillandiers se réimplantent dans les villages et dans les villes pour faire renaître les feux de forge et l'aspect sacré qui s'y relie. Vous voilà réunis enfin pour débuter ce cursus. Vous allez vous réapproprier votre contact avec la matière, avec la réalité, et vous allez découvrir de nouvelles potentialités qui étaient endormies. Ces métiers du fer vont vous amener à rencontrer la transformation de la matière, l'alchimie profonde de cette transmutation. Vous allez découvrir la rigueur, l'exigence, mais aussi les mystères. Ce que vous allez découvrir, c'est qu'au-delà de ce qui est rationnel, méthodique, vous allez petit à petit vous trouver face au mystère de la forge, au trésor magique du feu et du métal qui vont se révéler progressivement à vous et qui vont vous permettre de vous révéler à vous-même. Nous sommes dans un ancien site minier de mine de fer qui a été sûrement exploité pendant plusieurs siècles. Et là, il y a pratiquement 100 ans que ça a été abandonné. Maintenant, ce sont des mines qui ne correspondent plus à l'industrialisation du fer. Donc ça fait que pour nous artisans, ça nous suffit pour pouvoir faire de la cueillette et pour pouvoir réduire le minerai de fer en fer. On va y rentrer par l'entrée principale, bien sûr. Et on va cueillir 1 ou 2 seaux. On va en prendre à peu près 10 à 20 kg de minerai, ça nous suffit pour faire une réduction. Alors ici, on trouve beaucoup d'hématite. Artisanalement, on dit qu'il faut au moins 60% de minerai de fer dans le minerai pour que ça soit exploitable. Et ici, on trouve des bons gisements et des bons filons d'hématite. Si on puise simplement en choisissant bien les pierres, en les identifiant, en les séparant, en les lavant, en les triant, on a un très bon minerai de fer. Et en plus, l'hématite est une matière qui est facilement réductible avec le CO, du carbone, donc ça fait que c'est assez facile à réduire comme minerai. C'est au cœur de la terre-mère que se développe le minerai de fer, qu'il germine, qu'il croît, et qu'il constitue progressivement des filons que le ferron pourra venir cueillir, la matière première à partir de laquelle il va élaborer son métal. Le minerai issu du centre de la Terre va se magnifier dans les mains du ferron. Les sagesses ancestrales enseignent que la vie est un cycle permanent qui débute par l'état minéral, se poursuivant par l'état végétal, l'état animal, puis l'état humain, et enfin l'état divin. Et la transformation, l'évolution de l'état minéral qui se déroule sur des milliers d'années est accélérée par la chaleur,
les hautes températures, les frappes violentes, comme le centre de la Terre nous le réserve parfois au cœur des volcans, dans les tremblements de terre. Et c'est à ce moment-là que les minéraux parviennent à évoluer, que leur conscience, petit à petit, grandit. Donc le travail du ferron, qui apporte chaleur et frappe au minerai, n'est pas une blessure. Donc cueillir le minerai et le travailler pour en faire un métal permet au fer minéral de franchir une étape cruciale dans son évolution de conscience. C'est là que l'on voit que le ferron est réellement un démiurge, un créateur, et qu'il joue un rôle fondamental dans les cycles éternels de la vie. Maintenant qu'on a étalé le minerai, on va le trier. Et dans le triage, on s'aperçoit que des fois, il y a des morceaux de quartz qu'il faut écarter. Bon là, c'est une très belle hématite tendre, donc pas nécessaire de broyer au concasseur ni le griller. Au marteau, on écrase les grains. On tamise avec un tamis de 0,5, on fait de la poudre fine. Il est évident qu'on ne peut pas la passer directement dans le bas-foyer, parce que la poudre fine, même si on met un peu d'eau, ça va de suite rentrer dans le bas-foyer entre les graines de charbon. Donc on est obligé de les coller. Et la colle consiste à mettre de la farine avec de l'eau. On l'étale sur des plaques, on laisse sécher et on forme des petits sucres avec des couteaux ou une roulette pour pouvoir sécher ces morceaux. Ensuite, pour la réduction, ce sera plus facile, on aura moins de pertes de minerai. Parce que la plaquette va rester entre les gros grains de charbon de bois et va être sollicitée par le CO du carbone pour être réduit. Autrement, ça descendrait trop vite. Et on laisse sécher les plaques. Alors s'il y a du soleil, on les met dehors au soleil en 3-4 jours, c'est sec. Et s'il n'y a pas de soleil, il faut les mettre dans un endroit sec et chauffé des fois. Donc là, il faudrait peut-être plus d'une semaine de séchage pour que le minerai, qu'on puisse le décoller de la plaque et pour qu'on puisse faire du pesage. Le bas-foyer, c'est une cheminée, comme on voit, qui sert à effectuer la réduction du minerai de fer. Les archéologues, actuellement, ils reculent de plus en plus les dates de la création d'un bas-foyer. On sait que ça a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait plus de 4000 ans d'expérience. Il est alimenté par du charbon de bois, avec l'oxygène de la soufflerie qui est activé, va se convertir en CO, un gaz très réducteur, et qui va enlever l'oxygène du minerai de fer. Et donc au bout de 5-6 heures de cuisson, le minerai de fer va se transformer en métal et va se réunir en bas. Et après, bien sûr, on va sortir les briques pour pouvoir extraire la loupe. Sans passer par la fonte, on passe directement du minerai de fer au métal. On va faire des loupes de fer. Voilà l'objectif de la réduction. Alors ce mortier, ça s'appelle la brasque. C'est une composition de poudre de charbon avec de l'argile et qu'on fabrique nous-mêmes, bien sûr, pour pouvoir avoir une matière souple et à la fois réductrice. Ça va faire aussi un échange très réfractaire au niveau réduction. La brasque, comme elle est composée essentiellement de forts pourcentages de carbone, va effectuer une accélération de la réduction. Il faut du charbon de bois tendre. Si on le regarde à la loupe, au microscope, on s'aperçoit qu'il y a des alvéoles. L'essence particulière, c'est souvent des résineux, pour des raisons d'échange gazeux. Les bois trop denses, trop serrés, ne peuvent pas se dégazer facilement. Il faut beaucoup d'oxygène. Et nous, il ne faut pas du tout d'oxygène. Il faut surtout du CO. Il ne faut pas oublier que le carbone qui va sortir du charbon de bois va donner aussi le carbone de l'acier, la solidité de l'acier. Un charbon de bois est beaucoup plus rapide au niveau calorique que le charbon de terre, par exemple. Et surtout qu'il est très propre. Il n'y a pas de soufre, il n'y a pas de phosphore. Le gros grain, c'est pour des grosses pièces, ou pour le bas-foyer, ou autrement pour chauffer des loupes.
ou chauffer des trousses. Le deuxième grain moyen, ça sert pour faire de la forge de lame, petite forge, moyenne forge. Et le petit grain exclusivement pour la trempe. Et une fois qu'on a un bon charbon, on peut bien le couper, il ne se met pas en poudre. Juste bien cuit comme il faut. Il faut qu'il sonne, il faut qu'on entende la vibration du carbone. Alors ça, c'est de la paille de blé qu'on carbonise dans des petits tonnelets en métal pour pouvoir carboniser la paille. C'est-à-dire que maintenant, c'est du carbone. Et dessus, après, on met de la paille fraîche pour pouvoir activer le feu. Et la maison du feu va être terminée. Voilà, là. Voilà, et le feu est parti. Là, je vais enlever la paille. Ces 4 boules symbolisent les 4 éléments. Et en même temps, ça centre un peu la précision du travail et ça aide à se concentrer aussi sur la conduite du feu. Il faut que le bois tombe à l'intérieur, qu'il soit en braise. Il ne faut pas qu'il tombe avec le bois non braisé. Autrement, il ne peut pas démarrer comme il faut le bas-foyer. Voilà, il s'affaisse doucement. Il ne faut pas qu'il tombe sur le côté. Voilà, impeccable. Il va donc rentrer à l'intérieur du bas-foyer. Maintenant, on met la paille de charbon dedans. Et là, on peut allumer la soufflerie. C'est parti. Pour enlever l'humidité de la brasque de la porte, donc on préchauffe 1h30 et en même temps on va blanchir le fond du creuset. Ça veut dire qu'il faut chauffer le bas du creuset pour qu'il y ait une certaine inertie pour pouvoir garantir la liquation. C'est la séparation de la silice, ça veut dire des scories du métal. C'est là qu'il va y avoir la séparation. Donc il y a soudure du fer en microbilles à l'intérieur et en même temps il y a un laitier qui va se former. Et ce laitier, s'il n'est pas alimenté par une inertie du bas foyer, on ne peut pas liquéfier la scorie. Ça sert donc de préchauffage pendant au moins 1h30. Et tant que ce n'est pas blanchi, le creuset, on ne démarre pas la réduction. Alors là, l'alimentation de l'air, c'est une soufflerie électrique, parce que quand on est seul à faire la réduction, il est quand même plus pratique de souffler avec une turbine électrique. Mais par contre, quand on est plusieurs, c'est quand même plus efficace de souffler avec un cuniforme. L'air est quand même mieux réglé au bras que l'électricité. Et là, on a des vannes qui compensent le débit d'air et on a un pressiomètre pour voir la pression qu'on va y insuffler dans le bas-foyer. Je mets le charbon de bois qui correspond au poids du minerai et après je vais remettre du minerai de fer et on alterne minerai de fer et charbon de bois. Que les êtres élémentaires qui vont effectuer cette réduction reçoivent cette offrande, que les êtres élémentaires qui vont déplacer la matière solide, que les êtres élémentaires qui vont jouer avec les gaz, les déplacer, les marier, reçoivent cette offrande et nos remerciements, qu'ils nous permettent d'obtenir un fer brillant, blanc et lumineux, un fer de paix. On va mettre un poids de 250 grammes de minerai de fer et on va sonner la cloche pour temporiser le rythme de la réduction. Le procédé dure sur 7 à 8 heures, à partir du moment où on met le bas-foyer en chauffe. Et on repèse la quantité. Avec une présence constante, puisqu'on a une charge toutes les 3 minutes de minerai, toutes les 3 minutes de charbon. Pendant tout ce temps-là. C'est donc une journée consacrée vraiment à la naissance d'un métal où l'artisan est tout à sa tâche pour vérifier que les conditions qu'il offre aux êtres élémentaires qui travaillent à l'intérieur du bas-foyer sont conformes à ce qui est nécessaire pour obtenir un fer de belle qualité. La lunette de vision, là,
est un confort pour le travail du suivi de la réduction pour le ferron. Parce que là, on s'aperçoit si la buse se bouche, si la liquation se passe bien, si les micro-gouttelettes qui descendent entre les graines de charbon se passent bien. Donc c'est un outil de précision qui n'est pas indispensable, mais qui est quand même agréable pour la conduite du feu. Le bas-foyer est vraiment un élément magique. Dans ce creuset va s'effectuer la transformation alchimique du minerai, qui est un état minéral, rocheux, en métal. Cette transformation est une mutation alchimique, c'est-à-dire un déplacement des atomes qui vont se délier et se relier de manière différente. Ce déplacement d'atomes dans le bas-foyer va aboutir à la densification du fer, puisque dans le minerai de fer, nous avons du fer, mais bien d'autres matières, et ces autres matières, par l'effet de la chaleur, vont se délier, vont libérer les molécules de fer qui vont se rassembler, se densifier et donner une masse de fer, alors que le restant des éléments vont constituer une sorte de lac flottant autour de cette masse de fer. Le bas-foyer est un outil d'artisan qui va contrôler la température pour empêcher que la température ne dépasse 1350 degrés. Ce procédé permet au fer de rester intègre. Il est dans la loupe de fer comme il était au sein du minerai. Il garde sa signature, son authenticité de départ intègre. C'est ici que l'on voit la différence entre le bas-foyer et le haut fourneau. Le haut fourneau porte l'ensemble des éléments qu'on lui a donnés à 1700 degrés. 1700 degrés, tout devient liquide, y compris tous les métaux périphériques qui peuvent être dans les minerais ou dans les métaux qu'on réutilise. Et à l'état liquide, les molécules se distancient et entre les molécules de fer s'insère le carbone qui sert à faire la réduction. Et à l'arrivée, nous n'avons pas du fer, nous avons de la fonte. La fonte est un mélange intime de carbone et de fer, mais où le carbone est dominant. Il est nécessaire, pour pouvoir l'utiliser, d'enlever tout ce carbone qui rend un métal friable, cassant. Puis repasser pour que petit à petit on arrive à avoir un fer un peu moins pollué ou rempli de carbone. Par expérience, on peut dire que la fusion détériore ces métaux qui n'ont qu'une idée, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de retourner à leur état initial sous forme d'oxyde, c'est-à-dire de rouiller. Le procédé de l'industrie est appelé le procédé indirect, puisque le fer est obtenu indirectement, alors que dans le bas-foyer, le procédé est direct, puisque du minerai on extrait directement le fer. Le bas-foyer est vraiment l'outil qui permet d'avoir un fer pur de très belle qualité, puisqu'il ne passe pas par la fusion. Là, il y a la couleur des flammes qui ont changé et évidemment, il y a aussi le son qui a varié. On entend plus la soufflerie. Pour des raisons, c'est que dans la cheminée, on n'a pratiquement plus de charbon à l'intérieur, donc on a pratiquement terminé la réduction. Et là, on va couper la soufflerie et puis on va ouvrir la porte pour sortir la loupe.
poids, hein. J'ai eu du mal à la monter. Donc voilà, 20 kg de minerai, 12 kg de loupe à peu près. Hein. Un bon résultat. Hein. Et là, on entend bouillir à l'intérieur parce qu'il y a encore des laitiers incorporés. Là, on n'a pas eu de laitiers qu'on coulait parce qu'ils sont à l'intérieur de la loupe. Donc il y a un mélange de métal et de scorie dedans. Même si le couteau dont nous racontons l'histoire semble bien lointain, néanmoins sa gestation se poursuit. La loupe de métal, qui va constituer sa lame, repose à l'extérieur. Après toute naissance, il faut un temps pour que l'énergie s'incarne dans la matière. La lune apporte au métal un éclat argenté, un éclat lumineux. Elle apporte aussi avec elle la lumière solaire filtrée à travers l'éclat lunaire qui permet à la matière d'engrammer profondément les souhaits que le ferron a pu formuler lors de sa conception, lors de sa naissance, afin que la future lame puisse effectuer son parcours de vie ensuite. Le ferron est ainsi un démiurge qui travaille sur les éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, et qui travaille avec les élémentaires qui sont dans le bas foyer, qui participent avec lui à la naissance de ce métal. La deuxième étape est accomplie par le fèvre-taillandier-coutelier. Le fèvre-taillandier ne va plus travailler avec les éléments, mais avec les nombres, avec la géométrie, avec les harmonies plus abstraites, afin de doter cette matière d'une forme. Là, je suis en train de tracer l'épure du couteau qu'on va réaliser. Comme chaque artisan, on commence toujours par un dessin, par une perspective. Et là, je suis en train de tracer les proportions pour voir un peu les épaisseurs, les largeurs, les longueurs, la poignée. Pour faciliter les harmoniques de proportions, je vais suivre la suite de Fibonacci qui était très intéressante au niveau musical d'ailleurs. Et ça fait qu'en fait, on s'aperçoit que la longueur de la lame est en proportion avec la poignée, elle est en proportion aussi avec la largeur et dans l'épaisseur aussi. Cette surface-là correspond à la préforme de forge, qui a aussi une épaisseur constante, tronconique évidemment, et une fois qu'on va forger cette préforme, on va allonger cette préforme de ce côté-là, et on va obtenir obligatoirement la forme définitivement de la lame. Après le dessin, on réalise en 3D un gabarit en bois, en respectant les épaisseurs et les largeurs et les longueurs. Ça facilite aussi la prise en main pour savoir si on est bien adéquat avec le projet. Et ensuite, on va tracer sur des tôles métalliques pour faire des gabarits qui ne risquent pas de prendre feu comme ça par rapport au bois, quoi. Donc on fait toujours un gabarit en tôle. La loupe, elle a été au repos pendant 3 jours. Et maintenant, on la nettoie, on enlève les cornes qui est dessus, des morceaux de charbon qui restent incrustés, de la scorie. Ça fait qu'on nettoie toute la loupe pour prendre le cœur de loupe. Une fois qu'on a récupéré le cœur de loupe, on va la sectionner en plusieurs morceaux. Et ensuite, ces morceaux, on va les disposer sur la forge. On va choisir la taille et le volume de chaque morceau. Et ensuite, on va les préchauffer à la forge, au soudan, pour pouvoir les compacter pour en faire un lingot. Alors en premier, on fait un lingot et ce lingot va être forgé en pelle.
cette pelle va être un support de toutes les baguettes pour effectuer la trousse. Puisque la loupe est faite de morceaux collés et très peu soudés des fois. Donc il faut à la fois marteler à chaud soudant pour réunir tous ces éléments. Chaque fois qu'on effectue une soudure au feu, quand on veut réchauffer ce lingot, on est obligé de passer avec un peu de lait d'argile, ça s'appelle la bouillaque, avec du charbon de paille qui va le protéger pour pas qu'il décarbure. Parce qu'après chaque chauffe qu'on va effectuer, puisqu'on a carburé, mais on risque de décarburer. Donc c'est pour ça que l'argile avec la paille crée en fait une forme de laitier autour du lingot pour pas qu'il décarbure. C'est une protection. Le martinet, il est indispensable, surtout quand on est seul à travailler dans une forge, parce qu'il faudrait au moins avoir 2 ou 3 frappeurs pour remplacer un martinet. Et une fois que le martinet a fait son action, c'est-à-dire à réunir tous les éléments soudants, on arrive déjà à faire une section de lingot en quelques soudures, en quelques chauffes. Depuis l'aube des temps, les gestes du forgeron sont les mêmes. Lorsqu'on l'on retrouve des sépultures anciennes de forgerons, les outils sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Ces gestes professionnels, éternels, ne se sont jamais modifiés. Le mystère de la forge réside dans cette ambiance ténébreuse qui recèle le feu, qui recèle la lumière. C'est de cette antre ténébreuse du forgeron que sortent tous les outils et toutes les lames qui sont les compagnons de vie de toutes les sociétés. Et c'est toujours un mystère de comprendre comment ces outils viennent à la vie à travers les mains du forgeron. Le deuxième morceau de loupe, il va nous servir à faire des petites baguettes aciérées. Pour aciérer, il est important de monter à haute température, c'est-à-dire à température soudante, 1300, 1350, 1380 à peu près. On va essayer de carburer par rapport à la pelle. On ne carbure pas beaucoup la pelle au charbon et dans la forge. Par contre, les baguettes, on va les carburer à environ entre 0,5, 0,8 et voire 1% de carbone. Quand on chauffe à ces températures-là, il y a une évaporation de fer qui se répand autour du feu et surtout dessus le foyer. Et là, on appelle ça les joyeuses. Ce sont des étincelles très très puissantes, très visibles. Là, c'est les premières joyeuses. Ça veut dire là, ça commence à démarrer. On est à plus de 1350, c'est température soudante. Hein. Donc on va la retourner là pour que la chaleur soit uniforme. C'est assez facile au niveau visuel. Pour ça, jamais de clarté dans les forges, toujours dans l'ombre. Parce qu'autrement, on ne peut pas contrôler le feu en plein jour, c'est impossible. On ne peut pas forger en plein jour, par exemple. On laisse un peu s'aimanter à l'intérieur du foyer réducteur pour que le carbone puisse s'insérer dans le fer très chaud, pratiquement soudain. Ça veut dire que là, le carbone, il se diffuse très facilement. En quelques minutes, on peut changer la nuance chimique d'un fer, surtout un fer bas-foyer qui absorbe très facilement le carbone à la forge. Le carbone sert simplement à rendre le fer en acier. Entre 0,5 et 0,9% de carbone, on ne se trouve plus dans du fer, on se trouve dans de l'acier. Et c'est pour ça que ce carbone qui est inséré dans les baguettes va contribuer à aciérer la trousse. Donc une fois qu'il a absorbé un certain pourcentage de carbone, on va les tirer en baguettes. Et ces baguettes-là vont être sectionnées en petits lingotins pour pouvoir après assembler la trousse.
La baguette étant refroidie, on marque la section qu'on va casser à froid. Avant de sectionner définitivement le petit lingotin, on blanchit. C'est-à-dire qu'on enlève tous les oxydes. L'eau est incompressible au choc et ça fait que ça nettoie et ça blanchit le lingotin qu'on va sectionner ensuite au marteau à froid jusqu'à en avoir une trentaine de petits morceaux de lingotin qui vont effectuer la trousse. La trousse est une étape intermédiaire indispensable pour que le ferron puisse faire passer le fer de l'état de loupe hétérogène à un lingot fin forgeable par un fèvre-taillandier-coutelier. La trousse va permettre un fibrage de l'acier, un tissage de l'acier qui devient serré, fin, homogène. En rangeant avec beaucoup de précision les petits barreaux sur la trousse, le ferron additionne les propriétés du fer et de l'acier qui sont intrinsèques à chaque petit barreau. Je mets les baguettes sur la pelle en quinconce pour pas qu'ils puissent tomber au feu, bien sûr. La trousse en fait est composée de mélange de fer et d'acier sur plusieurs couches, puisque là on a 3 couches de baguettes et plus la pelle qui a aussi une nuance assez variée et très hétérogène aussi, puisqu'on mélange aussi de l'acier et du fer. Et ensuite on met du ruban enrobé d'argile pour pouvoir enrouler toutes ces baguettes pour pas qu'ils tombent quand on les met dans la forge. Alors l'argile est de la silice et de l'alumine. Et en plus là le charbon de paille qui a de la potasse, du potassium, silicium aussi, et bien sûr, et sodium, évidemment. Donc ça fait une composition de protection de verre, c'est-à-dire quand on va monter à haute température, ça va faire un petit laitier de protection pour ne pas décarburer la trousse. Et ça va aider, bien sûr, la soudure. Alors au centre, il y a des gros grains de charbon, puisque c'est entre les grains de charbon que les gaz se créent et que les très hautes températures se passent. C'est le gaz qui est à l'intérieur ou à côté des charbons. Et ensuite, on utilise des petits grains de charbon de bois, ça s'appelle la carbonille, qui va étouffer le feu devant et derrière pour que les gaz soient comprimés au milieu de la forge, pour pouvoir concentrer la chaleur. Le feuilletage des aciers est une action, un geste professionnel clé, majeur, dans le parcours qui se déroule du minerai de fer jusqu'à l'obtention d'une lame. Le feuilletage est une action qui consiste à étirer, replier et ressouder le lingot initial afin de l'épurer, de le ressouder et d'obtenir un véritable feuilleté. Un métal de haute qualité, dense et dont le feuilletage permet de multiplier les propriétés. Donc le Fèvre prête à ce lingot une nouvelle identité qui est celle d'un composite. Un composite additionne 2 qualités au sein même du lingot, une qualité souple par un métal peu carburé et une qualité de rigidité dans le métal qui lui au contraire est beaucoup plus carburé.
Ce feuilleté prête à la lame un aspect damassé, un aspect moiré, que certains appellent des nuages. Cet aspect n'est pas recherché par le taillandier, c'est le résultat du feuilletage. Par contre, dans certains cas de figure, lorsque le métal est utilisé à des fins décoratives, le feuilletage peut être travaillé de manière beaucoup plus espacée, beaucoup plus visible, qui ne serait pas optimum pour un tranchant, mais qui est absolument superbe pour un élément décoratif. Donc, suivant la manière dont on le travaille, le feuilletage des aciers peut être utilisé de différentes manières. Le fèvre taillandier, lui, l'utilise pour obtenir des tranchants d'excellence. Lorsque l'on a vu la technique de fabrication de ces feuilletés, on comprend bien qu'ils ont des qualités particulières que ne peuvent avoir des aciers obtenus par compression des poudres. Le feuilletage de l'acier permet au fèvre taillandier de densifier les couches de l'acier par ses frappes au marteau. Ces frappes au marteau renforcent la pointe et le talon en densifiant, en resserrant les couches du feuilletage. Ces deux points sensibles sont donc renforcés par le fait qu'il y a des feuilles et qu'elles sont compressées au marteau. Cela évite d'avoir à découper et procure des qualités exceptionnelles à la lame. Dans le cas de l'utilisation de laminés industriels qui sont découpés, les feuilles partent dans le vide, ne se rassemblent pas et forcément présentent des points faibles. On obtient ainsi des lames qui ont un aspect visuel intéressant, mais qui n'ont pas la même force que des lames qui sont compressées au marteau et qui sortent de la forge à la cotte, car le fèvre taillandier coutelier sort la lame du feu lorsqu'elle a ses formes définitives, ses cotes définitives. Là, je viens de forger la pointe par rapport au profilé. Et bien sûr, la pointe, je la réunis. Je réunis toutes les fibres du composite. C'est très important. Il faut le faire toujours la pointe au soudant, là. Et puis après, bien réunir toutes les fibres à la pointe pour qu'il y ait toute la force de la lame en bout de pointe. La pointe est finie. Maintenant, je vais l'étirer là. Je vais tirer la préforme maintenant.
La préforme consiste à avoir le volume nécessaire pour effectuer le tranchant de la lame. C'est-à-dire que la préforme, c'est au niveau volumétrique, c'est-à-dire c'est le besoin, c'est le potentiel pour forger la lame, la préforme. Le gabarit m'a servi à guider justement le volume et la largeur et les épaisseurs et la longueur de la matière. Voilà. Voilà, là je viens de tracer le volume de la préforme pour pouvoir sortir du profilé la lame. Je le marque à froid sur le tranché parce que si je marque à la craie et je mets au feu, ça va disparaître la forme. Là je vais le chauffer et je vais le trancher. Maintenant, on va marquer le talon, c'est-à-dire entre la lame et le manche, il y a un déport. Là, on va marquer à la craie le déport entre la poignée et la lame. Et ensuite, à chaud, avec une chasse à parer, on va séparer les formes de la lame et la forme du manche. Là, on va le faire plusieurs fois. Là, la préforme est finie. Là, maintenant, je vais réchauffer à peu près vers 900 degrés pour pouvoir forger le tranchant. Voilà, là, c'est la sortie de recuit. Le recuit consiste à monter en température entre 600 et 700 degrés. Et là, on l'a laissé refroidir pendant 2 heures dans la forge pour l'adoucir. Et après, on effectue le platinage. Le platinage est très important. Ça sert à nettoyer complètement les oxydes sur la superficie de la lame forgée. Et en même temps, on crée des cristaux intérieurs et on donne la rigidité à la pièce. Ça évite que dans la trempe, que la lame se cintre. Là, je suis en train de lever le noir d'oxyde qui reste après le platinage. Et à la lime, j'ai blanchi toute la pièce et je la mets à la cote définitive. C'est à peu près 2 heures de travail pour pouvoir bien blanchir, bien rectifier. Alors là, je passe l'enduit réfractaire sur la lame. La première couche, c'est simplement un accrochage. C'est un type d'enduit mélangé avec du charbon, silice et argile, simplement. Je vais passer 3 couches avec 3 granulométries différentes. C'est simplement un retardateur de refroidissement. Plus la couche est épaisse, plus ça retarde en temps. Et si ça retarde un certain temps, même une seconde, ça fait que l'endroit où il y a de l'argile, ça ne va pas tremper. Et à l'endroit où il y a très peu d'argile ou pas du tout, ça va tremper très dur. On durcit la lame où on veut. Bien sûr, c'est souvent sur le bord tranchant et non pas sur l'intégralité de la lame.
Là, c'est la deuxième couche d'argile, d'enduit qu'on met, qui va délimiter la ligne de trempe. C'est-à-dire c'est à partir de cette limite-là que ça va durcir. C'est pour ça qu'on l'appelle trempe sélective. On ne trempe que sur le bord de lame. Et donc je vais dessiner l'effet trempe qui va apparaître une fois que j'aurai trempé la lame. La trempe est un moment magique. Ce moment de trempe est la clé de toute la fabrication d'une lame. Un moment hautement technique. La trempe s'appuie sur un phénomène qui est l'allotropie du fer. Dans le fer, l'allotropie n'est pas sensible à nos yeux, elle n'est perceptible que par un microscope qui travaillerait à l'intérieur de la matière. Par contre, on connaît très bien une allotropie qui est celle de l'eau, qui permet à l'eau de passer de l'état vapeur à l'état liquide, à l'état solide. Il se passe un peu la même chose à l'intérieur de la lame, de changer d'état et de cristallisation suivant les températures. La trempe est la résultante d'un ensemble de technicités. C'est dès le début du travail que ces différents points doivent être réunis pour obtenir un moment parfait et un résultat parfait au niveau de l'acier. Le forgeron doit être parfaitement concentré, en symbiose complète avec son métal à ce moment-là. Je fais préchauffer l'enduit pour enlever l'eau de l'argile. Et après, donc, je cuis l'argile pour pouvoir faire un petit biscuitage. Ça veut dire on monte à 300-400 degrés. Pour après faire une cuisson un peu plus haute, vers les 600 degrés. Et là, on le fait en réduction. Pour que l'argile soit solide, parce que comme on va la manœuvrer dans le charbon en braise, pour pas que l'argile et l'enduit partent. C'est pour ça qu'il y a une pré-cuisson, après il y a une cuisson. En fait, il y a deux cuissons de l'argile. Je la monte d'abord au rouge naissant, c'est-à-dire la couleur du coucher du soleil. Et ensuite, après, je mets la lame vers la buse, ça veut dire dans la braise, plus chaude. Je souffle un peu plus fort en température et je monte le bord tranchant, ça veut dire que je chauffe sélectivement. Et je coupe la lumière pour distinguer les températures. On est obligé de chauffer surtout dans le noir parce que les couleurs apparaissent que dans le noir. Les 600 degrés, 700, 800 degrés, ils sont très difficiles à maîtriser, donc il faut absolument que ce soit dans le noir. C'est un moment d'échange intime entre le forgeron et le métal. La lame doit être portée au bon endroit dans la forge. La température doit être optimisée. Le souffle régulier, adapté à chaque opération. Le métal va atteindre une cristallisation optimum dans la mesure où le Fèvre Taillandier est un professionnel averti qui va connaître parfaitement la métallurgie des métaux et savoir porter au point optimum l'acier pour choisir le moment pertinent. Et il dure 1/10 de seconde. C'est un peu un arrêt sur image qui est effectué par le forgeron pour fixer précisément un état qui est obtenu par la chaleur. Plongé dans l'eau froide, il va être maintenu dans le métal. Il est un autre aspect de la trempe, plus magique celui-là peut-être encore. On dit que la lame prend son âme au moment de la trempe. C'est là que l'on voit que les souhaits, les intentions que porte le forgeron s'inscrivent dans la matière et doteront la lame de sa mission de vie, de sa mission d'utilité. C'est là où l'on rejoint les grands mythes du forgeron, qui a toujours été craint, respecté dans les sociétés et qui a toujours joué un rôle clé, fondamental au sein des villages. Donc la trempe est vraiment un moment où la matière et l'esprit se relient, où l'esprit s'incarne définitivement dans la lame et où la lame prend son caractère et son tempérament. On a fini les traitements thermiques, donc trempe est revenu évidemment, et maintenant c'est le polissage.
C'est tout à la pierre à main ou la meule à eau, qui est un peu plus rapide mais moins de finesse. Mais n'importe comment, on termine toujours avec la pierre à main. Il n'y a pas d'autre solution pour garder la cristallographie superficielle des métaux et la lecture bien sûr de l'acier feuilleté évidemment et de la trempe. Là on voit bien la ligne puisqu'on a levé l'argile et l'enduit. Donc il y a un blanc et un noir qui apparaît, mais après avec le polissage, ça redisparaît, puis après ça réapparaît différemment. C'est un des plus gros travaux, c'est la révélation, c'est les journées de révélation. Et là on va s'apercevoir de la trempe, on va s'apercevoir aussi du feuilletage et de l'aspect d'amassé bien sûr, si on peut le voir. Donc on va révéler la lame. En fait c'est la dernière opération qu'on fait sur la lame, la révélation. Avec la scie circulaire, je coupe les bochons d'un bloc de buis, un buis qui a séché plus de 15 années. Et puis ensuite, je vais couper les plaquettes de buis à la scie circulaire. Et comme c'est un bois quand même très dur et très dense, le buis prend un beau poli, il va servir à plaqueter le manche du couteau. C'est la dernière étape, le poinçonnage, qui authentifie le travail et qui préserve de l'authenticité de la production. Donc c'est un moment de privilège et de joie aussi, puisqu'on clôture la lame. Alors là, on va poinçonner d'une façon discrète dans la poignée. Et ensuite, on va visser les plaquettes de la poignée. Et on a terminé. Les lames réalisées avec de tels savoir-faire portent une somme d'intentions et de connaissances qui suscitent le respect. Leur seule présence nous amène à contacter une dimension sacrée. L'ensemble des intentions et des savoir-faire qui sont engrammés dans l'outil vont transformer l'être qui l'utilise et lui permettre aussi de contacter la dimension sacrée dans ses gestes quotidiens. Ces outils s'inscrivent dans la durée et dans la beauté, et on redécouvre en les utilisant l'aspect important et précieux d'avoir des outils qui ont été élaborés avec conscience et dans une perspective d'excellence. On constate que la technologie actuelle ne satisfait pas complètement nos attentes de la vie. Ces métiers, qui sont les mêmes depuis l'aube des temps, dont la qualité de production est restée la même, nous permettent de rejoindre nos passés lointains et nos racines profondes d'être humain. Et ils nous permettent ainsi de réinventer un futur en le redessinant peut-être autrement. La transmission des savoir-faire est indispensable pour l'évolution de l'humanité. La tradition ne peut exister que s'il y a transmission. On se rend compte que sur une ou deux générations, lorsque la transmission ne peut pas se faire ou s'éteint, le savoir s'éteint complètement. Il faut plusieurs générations pour le reconstituer. Il nous a semblé indispensable de créer un centre de formation qui transmet, qui capitalise les informations qui sont transmises de manière rigoureuse par des formateurs qui les ont reçues. C'est quand même sur l'inertie de la Terre. Pour que les savoir-faire accumulés pendant 40 ans puissent se transmettre et
que la jeune génération puisse commencer son trajet professionnel avec une base de savoir-faire beaucoup plus ample, qui permet d'imaginer qu'elle ira beaucoup plus loin. En Orient, on dit que le maître ne devient maître que lorsque son élève, son apprenti l'a dépassé. Ça a été pour moi un déclenchement quand j'ai assisté à une formation au niveau international avec des maîtres japonais. Et là, j'ai vu le passage que c'était quelque chose de très riche et d'obligatoire pour l'artisan. Voilà, il faut pas se faire surprendre par l'oxyde. Cette personne qui avait plus de 85 ans, qui passait tout son savoir depuis la 13e génération de père en fils. Et là, je me suis dit, si j'arrive à ce niveau-là, ou à peu près à ce niveau-là, il faut que je transmette aussi. Quand je tape, je n'écrase pas la matière, j'enlève l'oxyde. Il y a des phases de forgeage, mais il y a des phases de nettoyage. Ne confondez pas les deux. On ne peut pas des fois forger et à la fois nettoyer, c'est très difficile. Donc des fois on refait des passes. Je vous rappelle les deux règles importantes ici sur les allongements qui doivent normalement vous permettre de rentrer dans le gabarit. Si ici j'ai L, ici j'ai E, vous vous rappelez, on l'a déjà dit lundi, ici je vais avoir L plus E. Ça c'est important. Vous vous rappelez pour le faire, la position sur l'enclume, et donc vous allez pouvoir mieux conduire la matière. D'accord? C'est bon? Vous savez faire, vous avez tout marqué au tableau, c'est parti. Tu le mets en appui ici, là, et tu le mets un coup ici pour qu'il reveste. Parce que tu perds beaucoup d'énergie. Oh ouais, il faut taper là. Voilà, il faut affiner un peu la pointe. Voilà, qu'elle soit un peu plus dégressive encore. Alors, mais tu lui refermes les moustaches. Alors, mon rôle est simple, c'est de leur transmettre les gestes, les savoirs, pour leur donner l'autonomie dans leur travail d'artisan futur. Voilà, c'est une transmission. C'est ce que moi j'ai reçu, qu'à l'occasion de mon travail ici, je retransmets maintenant. J'incline un peu le couteau et j'incline la chasse un peu sur le couteau. C'est d'accepter la matière. Ils sont obligés de rapidement accepter qu'il va falloir mettre les formes pour que la matière bouge correctement. Ouais, alors sur l'autre gabarit, c'était un peu plus haut d'un côté. D'accepter le fait que ce ne soit pas si simple et aussi évident que ça pouvait paraître au départ. Allez, vas-y. Non, t'étais bien. Ouais, voilà, comme tu veux. Dès qu'il y a un geste à maîtriser, il faut passer par une phase d'apprentissage, des fois un peu ingrate. Mais ça passe vite, ça passe quand même assez vite. Mais il faut l'accepter. Une question à se poser, il faut la descendre. Tout le monde ne tombe pas dans les mêmes écueils, tout le monde ne tombe pas dans les mêmes pièges, tout le monde ne rencontre pas les mêmes difficultés. Il faut arriver à trouver le truc pour les contourner. Et après, ils font leur chemin. Alors nous, c'est juste un coup de pouce, c'est à courte échelle, après ils se débrouillent. J'ai presque de la pression de recevoir tout ce savoir et c'est à la fois excitant parce que je me dis que c'est un savoir qu'il ne faut pas perdre, il y a un fil qu'il ne faut pas découdre. Cette transmission, pour moi, c'est un espèce de fil conducteur de l'humain, de l'humanité qui permet d'évoluer tout simplement pour aller vers de nouvelles choses, vers quelque chose de meilleur, une évolution vertueuse pour moi. Depuis tout petit, cette fascination un peu pour le feu, pour la matière. Le métal, c'est l'autre élément qui m'intriguait parce que c'est... Au départ, avant d'arriver, c'était quelque chose de froid, d'inerte, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était tout au contraire, c'était quelque chose de vivant. J'imaginais pas du tout l'énergie du feu comme ça. En fait, c'est une énergie super douce et assez calme. Et en fait, je me sens très bien devant la forge. J'ai envie d'y retourner sans cesse et je pensais pas Enfin, j'avais pas idée de ce que ça pouvait faire. Donc, comme Christian l'explique très bien, en fait, une fois que tout est réuni et qu'on laisse faire les choses, ça se fait, quoi. Bon, il faut de l'expérience pour accompagner tout ça, mais je sens qu'il se passe des choses que je comprends pas forcément. Mais la matière, elle bouge et des fois pas toujours comme on veut, hein. Forcément, on est en formation, mais... Derrière ton ricasso, comme ça, tu auras ta ligne de tranchant, on n'aura pas besoin de la manger.
le premier enjeu est un enjeu de transformation des représentations, des images que l'on peut se faire du métal et de la forge. Ce cursus est la résultante de 25 ans d'élaboration qui ont amené progressivement à finaliser un processus de formation complet qui est maintenant reconnu par un diplôme de niveau 4, donc niveau bac, qui permet à ces artisans d'être dotés d'une solide formation qui leur permet de s'insérer dans la société de manière reconnue par l'État. La semaine couteau droit arrive maintenant. Elle arrive maintenant pour vous permettre de récapituler ce que vous avez fait depuis le départ, puisque depuis le départ, les couteaux, vous les avez fait étape par étape et jamais vous voyez un couteau entier. Et donc là, cette semaine-là, elle arrive là pour vous permettre de faire la synthèse de tout ce que vous avez vu depuis le début du cursus. Et justement, comme vous l'avez exprimé, vous avez l'impression que les choses viennent quand même plus naturellement, plus facilement, parce que forcément, maintenant que vous les avez déjà traversées une première fois, vous pouvez les prévoir les étapes, et vous pouvez être en autonomie. Donc cette semaine, c'était le début de votre autonomie finalement. Cette formation a pour objet, bien sûr, de les former sur le plan artisanal, sur le plan professionnel, de les doter de compétences d'excellence. Mais parallèlement, une profonde transformation s'effectue au sein des personnes qui viennent la suivre, qui est un accès à la souveraineté, puisque c'est un accès à la reprise en main de soi-même et à son emprise sur le métal et sur les objets de la vie quotidienne. La capacité à fabriquer, à œuvrer et à être autonome et indépendant. Le travail des métaux exige une présence consciente de chaque instant. Leur enseigner ce travail de conscience au moment où ils œuvrent et où ils travaillent, où ils transforment le métal, est pour eux souvent une nouveauté et une profonde transformation. Et à la fin, celui-là, tu le coupes, tu le passes à l'intérieur là, et tu tires. D'accord, et lui, il n'y a pas besoin de le tirer avec? Non, celui-là, il sera en dessous. Ici, il faudra le redescendre. Avant d'ouvrir l'œillet, il faudra le redescendre, ça. Garder la réserve ici pour l'œillet. Et ici, une petite masse pour ensuite ouvrir ta lame. Et ça, on va le faire ensemble au prochain module de taillanderie. Donc tu verras la hache et après, à partir de la hache, tu vas pouvoir déjà voir tout. Tac. Alors un petit rappel sur la réduction. On va parler simplement de l'action de l'oxygène sur les braises de charbon, simplement, aujourd'hui. Donc vous avez une injection d'air atmosphérique qui va donc se propulser avec la poussée de la soufflerie au manuel. On verra justement les poussées manuelles et les poussées électriques, la différence tout à l'heure. Quand il y a un oxygène qui va heurter un charbon rouge, un carbone va se décrocher du charbon. Et là, c'est là qu'on a les principes. Il y a 3 sortes de charbon. Il y a le charbon tendre, le mi-dur et le dur. Et évidemment, si on prend l'extrême du charbon très dur, il est très difficile à décrocher le carbone. Donc il faut beaucoup plus d'oxygène. Et s'il y a plus d'oxygène, évidemment, il y a des montées en température qui peuvent être bien sûr aussi puissantes, mais le problème c'est qu'il y a propulsion d'oxygène et beaucoup plus de ventilation et beaucoup plus de vitesse et donc moins de réduction. Si on prend un charbon très tendre, le décrochage du carbone se fait pratiquement immédiatement. Donc on passe de l'oxygène à un CO. Avec des paramètres simples, on peut démarrer sur une réduction qui fonctionne grâce à des appareils. Alors les appareils, en général, il y a souvent 2 appareils. C'est un débitmètre. Anticiper, non. Alors, non, vous n'anticipez pas. On considère que cette semaine, vous avez réanticipé. Et une semaine, c'est pour faire 2 réductions. Avec l'acquis que vous avez cette semaine-là, c'est largement suffisant. Elle est là pour raffiner la compréhension et vous allez valider tout ça la semaine où vous serez en autonomie. La brique 2 cm minimum. Pareil là, dessus là, d'accord? Il faut faire des joints épais.
c'est elle qui va nous aider à faciliter le démontage, d'accord? Pensez-y à ça. Hein. Voilà, même avec la main, tu salis un petit peu et après tu le mets. Vous pouvez resserrer la brasque aussi, hein, parce que certainement qu'elle a commencé à fissurer un petit peu par endroit, si vous le regardez bien. Les joints de brasque, ça, il faut le refaire. Les briques, quand vous les maçonnez pour la porte, il faut au minimum 2 cm de brasque. Il y a la théorie qu'il faut respecter, suivre, il faut s'appuyer dessus. Et la pratique, en fait, c'est la théorie adaptée à la personnalité, en fait. J'essaye de les sensibiliser au fait qu'il y a la théorie à assimiler, mais tout ce qui est l'aspect pratique, c'est à eux de le développer avec leur sensibilité, avec qui ils sont en fait. Il va te remplir le creuset. Et un qui est déjà très très enrichi, ça c'est intéressant que vous en discutiez entre vous. Ça. Ouais. Là déjà vous avez une idée de la densité des minerais. Je pense qu'en fait la voie du métal, comme d'autres voies, passe par des éléments matériels, des éléments qu'on palpe. Le métal le façonne, le travaille. Mais en fait, c'est un travail qui est bien plus en profondeur. En fait, quand on forge soi-même. Mais à travers la matière, ça nous renvoie à son précieux, quoi, qui on est vraiment à l'intérieur. Mettre en forme une lame, la polir, la révéler, extraire le métal, ce sont des gestes mécaniques. Mais les choses les plus fines, c'est d'aller comprendre qui on est vraiment et comment ce métal il va nous aider à suivre notre chemin, parce que quand on arrive là-dedans, c'est qu'on est déjà dans ce chemin-là, qu'on a été amené pour ça. Donc c'est ça, c'est cette compréhension fine, quel rôle on a ici, sur cette planète. Trouver sa voie, en fait. Et les mesures que j'avais expliquées hier, d'accord? Hein? On a demandé au gabarit ce matin. Pour que ce soit nickel, eh bien c'est impeccable. Pendant qu'ils vont faire les réductions, il y a plein de questions qui vont venir. Bien sûr. On regardera, ils me diront ce qu'il en est. Je les interroge assez souvent quand même, parce que c'est vrai que les questions qu'ils peuvent avoir, juste avec des explications, hop, elles disparaissent les questions et ça en amène d'autres. En fait, j'essaye de juger ça en temps réel. Alors, ce à quoi il faut être vigilant, c'est que la remarque de Mathieu était intéressante tout à l'heure. Moi, le foyer en terre, je ne vais pas l'avoir fait. Ouais. Donc, tu vois, regarde, il récupère, il essaye de prendre l'information. Ouais. Ça m'inquiète parce que lui, c'est comme ça qu'il va travailler. Ça va être un foyer comme ça. Ouais. La vie n'étant qu'un passage, je suis très honoré quelque part de recevoir cette transmission, cette connaissance. Mais je devrais moi-même aussi, à un moment donné, la transmettre à mon tour, comme un maillon d'une grande chaîne, quoi. On crée un trou d'évacuation. C'est pas simplement comme une formation classique où la théorie est donnée, on a suivi le planning et puis c'est terminé. Non, ici, il y a quelque chose en plus de... On éveille un peu la perception, les sens sont à l'éveil et il y a autre chose que simplement ce qui est dit oralement qui traverse, quoi. Ce qui est transmis ou ce qui est donné oralement ou par le geste donne vraiment un sentiment d'être complet. J'ai envie d'un métier un peu plus vrai, un peu plus réel, qui me semble plus utile, plus proche des autres. C'est un peu dans ce cadre-là que je suis venu. Moi, j'habite dans un petit village, donc le but va être de monter ma forge, d'essayer de créer une structure viable et à travers cette forge, peut-être créer une dynamique dans mon village, peut-être des jeunes qui voudront venir découvrir ce métier, peut-être s'installer, peut-être mes enfants reprendre le flambeau ou quelqu'un du village, voilà. Ce qui m'étonne le plus, c'est la facilité, dans un sens, et sa complexité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est énormément d'informations à digérer, à faire infuser, et en même temps, c'est très simple. C'est presque déroutant dans le monde ou dans la société actuelle où on est aussi très spécialisé. Là, il faut tout maîtriser. Et du coup, c'est de rentrer dans chaque monde et de maîtriser finalement chaque élément. On est tous élèves. L'idée n'est pas par grandeur dépasser le maître, mais par transmission dépasser le maître. Moi, je suis très heureux de pouvoir réapprendre justement ces métiers anciens. En faisant cette formation, je me rends compte que tout ce que j'ai pu voir et pu entendre, en fait, c'est complètement différent et vraiment, ça m'apporte une grande satisfaction, en fait. C'est comme si, en fait, la matière nous prenait avec elle et qu'elle nous dit, viens. Moi, je le ressens un peu comme phénomène d'aimant. C'est que moi, j'ai une certaine attirance déjà pour ça depuis que je suis enfant. Et là, maintenant que je suis dedans, je sens que j'ai vraiment envie d'aller vers elle et de continuer dans cette voie. Le fait de vivre en communauté, ça nous permet justement d'avoir le même centre d'intérêt et justement de pouvoir s'appuyer et s'aider sur le sujet.
Moi j'arrive dans le milieu technique, je suis logisticien à l'origine. La matière en elle-même, moi je la vois, mais je la touche, mais sans forcément avoir une réelle conscience d'elle, de ce que c'est. Je ne m'attendais pas en fait qu'on soit aussi proche, et puis c'est tout ce qu'il y a à côté. Il y a comme un système de rituel en fait sur la matière, un respect, et une conscience aussi vis-à-vis de la matière. Ce que moi je n'avais pas, quoi. Je veux dire, comme monsieur tout le monde, on ne se rend pas compte, on utilise les objets sans franchement y réfléchir, on fait ça machinalement. Et là, savoir comment on crée la chose, fait qu'on arrive à comprendre pourquoi on peut insuffler de bonnes ondes et de mauvaises ondes dans la matière. On nous fait réaliser ça. Et à partir du moment où on nous fait prendre toujours la conscience là-dessus, on commence à réaliser qu'il y a vraiment quelque chose. On ressent quelque chose. On voit tous ces sens en fait qui sont vraiment sollicités. Donc ça vous pousse dans un autre état. Vous voyez que vous êtes différent. Enfin, c'est autre chose, quoi. On ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre et faire quelque chose. En fait, vous êtes pleinement vous et acteur complet. En groupe, c'est très important. Surtout, le groupe, il faut qu'il soit soudé. Soudé parce qu'il y a des moments qui sont très difficiles et c'est à ce moment-là qu'il faut surmonter et dépasser ses limites et ses craintes, parce qu'en fait, la crainte, c'est qu'une illusion en réalité. Et c'est là que quand il t'arrive ce genre de choses, eh ben en fait, c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que c'est à ce moment-là que tu comprends que tu évolues. Moi, c'est surtout spirituel. Je me pose des questions sur qui sommes-nous dans l'univers pour avoir accès à cette matière. Qui sommes-nous pour avoir le droit de forger et d'en faire un outil ou ce qu'on veut, quoi. Malheureusement, des fois, on fait des mauvaises choses avec. Il y en a qui font des canons pour tuer des gens, mais à côté de ça, tu peux faire des outils pour travailler, pour évoluer, pour que tout le monde puisse se sentir bien, tout simplement, quoi. Vivre normalement, quoi. Forgeron de ton feu intérieur, maître de ta propre évolution, maître de cette énergie de vie. Les capacités et les qualités du maître du feu intérieur, sa puissance et son humilité, sa royauté intérieure et sa maîtrise par les souhaits formulés, les pensées maîtrisées. Trouver son axe à chaque instant, quelles que soient les conditions. Ne rien laisser au hasard. Accomplir avec puissance, compassion, amour et humilité. Sois celui que tu es. Sois celui qui est. Fais un peu de place, on va venir tous autour, là. D'accord ? Vous venez tous autour. Doucement, doucement, c'est la maison du feu, c'est assez fragile, là. Tout ce qu'on fait, en fait, il y a un savoir sur chaque chose qui est énorme. Ça va prendre, hein. J'y trouve quelque chose de très philosophique parce que c'est un peu comme quand on se construit soi-même. C'est-à-dire on part avec comme on a grandi, donc plein de petites choses, c'est un peu le minerai qui a plein d'impuretés. Et au fur et à mesure on grandit, on se construit, on le travaille et ça emmène. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, de prendre conscience de ce qu'on fait. C'est pas rien. Il y a un rêve, on va dire, je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont au final. C'est l'épée, quelque part. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aussi attiré. C'est même pas l'objet fini, c'est réussir à faire une épée, ça te met à l'épreuve.
D'après ce que nous dit Christian, c'est tu peux pas faire une épée tant que toi-même tu t'es pas rectifié. L'épée, c'est un outil de développement, c'est un outil de rectification au-delà d'une arme. On a des formateurs ici, ça fait 20 ans qu'ils forgent, c'est des grands couteliers et tout ça, ils n'ont pas encore osé faire leur épée. En fait, il y a vraiment cette simplicité de contact avec Christian, avec Maïn, avec les formateurs. Il n'y a aucun secret. Et en fait, ils donnent tout. Il n'y a pas besoin de gratter pour essayer de découvrir tel ou tel truc. En fait, ils donnent tout facilement, quoi. Et ça, c'est trop bien, justement, que tout soit transmis, quoi. Il n'y a rien de caché. Vous avez préparé les briques, ça, pour mettre le briques. Ou sur le truc, ça, faut pas les toucher. Ouais, le long, comme ça. Ah, ça va encore. Ouais, ça s'enlève bien. Ça fait appréhender une forme d'immortalité, enfin d'intemporalité, en fait. Et parce qu'on n'arrive pas à appréhender dans notre expérience d'où viennent tous ces savoirs. On ne peut pas dénombrer toutes les personnes qui sont venues enrichir, et pourtant on est héritier de tout ça. Et c'est assez magique d'être dans une lignée temporelle qu'on ne peut pas appréhender. Le temps est décalé. Alors il y a le temps de l'individu parce que ces apprentissages, on les a à un moment de notre vie. Ça c'est très concret, puis il y a le temps de la formation, il y a le temps de tout ce qu'on fait, qui est un temps très quotidien. Réduction, vous partez sur 20 kilos, c'est bien, 20-25. Et ça se place dans une grande continuité qui est impossible à appréhender dans les mêmes mesures. Au-delà de cette intemporalité, je trouve que ça donne une forme d'immortalité des savoirs. Enfin, on se connecte à un ensemble de toute l'humanité, dans l'espace et dans le temps. Et donc l'individu, il est d'un coup plus grand-chose. On récupère des choses qui viennent du passé, mais aussi des choses qui viennent d'ailleurs. Différentes traditions, dans différentes civilisations s'entremêlent dans ces savoirs. Je pourrais dire que j'étais relativement prêt, dans le reste de mon expérience, à recevoir ce genre de signaux, mais je ne pensais pas le trouver très précisément dans le travail de Ferron et avec cette intensité-là. Et maintenant, je chemine un peu les yeux fermés. C'est aussi ça que j'ai appris dans cette formation. J'arrive de moins en moins à nommer ce que je cherche, mais je crois que j'arrive de plus en plus à trouver la direction. Comme la formation s'est terminée, là il y a l'envie de construire l'atelier avec toutes les visions que j'ai eues, toutes les images d'atelier que j'ai vues au CFMTT pour adapter à mon espace à moi. Pour l'instant, je suis surtout sur l'installation d'une activité de forge et de fèvre. Ça s'est fait par rapport à l'espace de l'atelier. J'ai commencé par aménager le fond de l'atelier et je reviens vers l'avant puisque dans la configuration où je suis sous cet appentis, le martinet comme je le place ferme quand même pas mal l'espace. J'ai trouvé un soufflet double piston, c'était une occasion, ça me convient, donc forcément je vais adapter l'espace de la forge à ce soufflet. J'ai installé le martinet aujourd'hui avec l'aide d'un voisin qui est venu avec un tracteur. Ce martinet, je l'ai acheté d'occasion sur le département dans lequel j'habite, en Creuse. Ce qui est drôle, c'est que c'est une annonce que j'ai vue et négociée le lendemain de la fin de la formation de fèvre. Ça s'est très très bien enchaîné. Donc je le pose dans un extérieur et je vais construire un petit appentis à 4 poteaux pour le couvrir que je vais rajouter par-dessus. Rien n'est figé, on s'adapte et ça s'organise très bien comme ça en fait. L'énergie est belle. Depuis la fin de la formation, là en 6 mois, pour moi c'est assez inouï ce qui s'est passé. Beaucoup de modifications personnellement et sur l'espace de mon habitation. Je pense que d'ici 1 mois, je vais arriver à avoir une activité qui est assez dynamique et une création d'entreprise dans la foulée, c'est-à-dire dans 1 ou 2 mois. À la sortie du CFMTT, je suis rentré donc chez moi et j'avais pas d'atelier. Donc j'ai commencé déjà par mettre en œuvre l'autoconstruction de mon atelier pour pouvoir lancer mon activité professionnelle.
L'atelier, je l'ai conçu, alors déjà pendant que j'étais en formation, je me suis beaucoup appuyé sur les ateliers du centre. Je savais vraiment au centimètre près, quasiment, où est-ce qu'allait être chacun des postes de travail. Une fois l'activité lancée, il y a quelque chose qui est assez marquant, mais qui est vraiment attaché au cœur de métier de Fèvre, c'est l'indépendance et la liberté. Ça a été en tout cas pour moi un gros moteur puisque c'était vraiment l'essence même de mon projet professionnel. Le cœur de métier, quand on se lance dans cette aventure de Fèvre Coutelier, bien sûr que c'est la fabrication, mais la fabrication, ce n'est qu'une partie finalement du métier. Et oui, après, il faut aller vendre ses couteaux, ses outils. Pour ma part, j'ai opté sur du très local, tous les marchés de l'artisanat, les foires, quelques expositions. Moi, j'ai la chance de pouvoir profiter d'un parc naturel régional dans lequel j'habite. Donc je m'appuie en grande partie sur la dynamique de territoire pour pouvoir me faire connaître et vendre mes productions. Donc là, la terre. En 2011, j'ai fait la formation de ferron, artisan métallurgiste. Tout ce que j'ai pu apprendre avec Christian Moretti et Maïd m'ont amené justement à faire toutes mes recherches sur ces aciers anciens. Aujourd'hui, je me consacre exclusivement à faire du wood, l'acier de Damas. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est un plaisir de créer son acier. Le plaisir d'aller chercher son minerai, de changer sa structure, de faire sa loupe d'acier. Et de là, ensuite, de faire des petits morceaux pour les mettre dans un creuset et de refabriquer une loupe, un lingot de wood avec une pureté, c'est fabuleux. Voilà. Et on essaye de faire un mélange équilibré pour avoir un acier solide, avec un tranchant redoutable. De prendre le temps de le travailler, il y a une concentration qui est importante, on n'a pas droit à l'erreur. La marge pour pouvoir le forger, c'est 800, 950. On ne peut pas aller au-delà et en dessous de ces températures. C'est une concentration, mais lorsque le lingot est tiré et qu'on commence à donner forme à une lame, et à voir tous ces motifs, cet acier-là, c'est, on va dire, ma particularité. C'est ce qui fait que je suis différent du reste des couteliers forgerons. En France, je me demande si on n'est pas 3 ou 4 à le faire. L'esprit, c'était de créer un atelier qui me permettait de pouvoir travailler le plus rapidement que possible. Pas dans les conditions les plus confortables, parce que forcément, les murs ils sont pas en placo, c'est pas isolé, c'est très rudimentaire. Mais ça m'a permis de pouvoir travailler et puis de vivre de ma passion le plus rapidement. On est dans un monde où on doit choisir soit l'artificiel, soit le naturel. J'ai choisi le naturel, c'est-à-dire que j'ai bâti le creuset de forge exactement de la même façon que j'ai appris à le faire à Metallica quand on construit les bas-foyers avec de la terre. Comme quoi, avec très peu de choses, on peut faire de grandes choses au final, quoi. Je suis resté vraiment sur le concept du travail manuel. Je n'utilise pas vraiment de machine électrique pour former un couteau. C'est vraiment le fait de travailler à la main. Chaque lame, chaque outil que je crée, c'est toujours une étape, un pas de plus vers un certain perfectionnement, quoi. Et étant donné qu'on y va à la main, c'est pour ça qu'on est obligé de vraiment soigner son travail de forge. Il faut le forger dans sa forme la plus définitive que possible pour avoir le moins de matière à enlever par la suite à la lime. Chaque fois que je crée une lame, très souvent, je pense à la personne, un peu comme si je me connectais à la personne. Et puis la main, elle fait son travail. Une semaine plus tard, le travail est terminé. Et puis la personne en général est très 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 satisfaite. Ouais.